Ce paquet semble anodin, mais il contient un trésor. Thomas Schmidt y tient comme à la prunelle de ses yeux. C'est un paquet très précieux dans la mesure où il contient un certain nombre de papyrus très anciens, qui ont entre 1500 et 2000 ans d'âge. Donc c'est quelque chose, oui, effectivement, auquel je tiens et dont je ne me déferai pas de si vite. Mais ces papyrus sont en charpie. Avant de pouvoir les étudier, Thomas Schmidt doit les confier à l'une des rares spécialistes qui saura leur redonner une seconde jeunesse. La restauration des papyrus, c'est quand même quelque chose d'assez délicat. Or, il se trouve qu'à Nyon, il y a un atelier de restauration avec une dame, Madame d'Arbre, qui est spécialisée dans la restauration des papyrus. Donc on a préféré faire affaire avec elle pour être sûr que le travail soit fait par quelqu'un qui s'y connaisse. On va aller dans la pièce. Je vous amène la fameuse boîte. Parfait. Voir ce qu'elle contient. Ça va si je la pose là? Oui, c'est parfait, c'est parfait. Florence d'Arbre est une sommité dans le domaine de la restauration des papyrus, mais elle n'a en rien perdu de sa faculté d'émerveillement. Ah! Ça, c'est magnifique. Je ne devrais pas faire ça, mais regardez là. Ça, c'est beau. Conditionnés dans des boîtes, les papyrus sont extraits délicatement, les uns après les autres. Oui. Certains sont si élimés qu'un regard achèverait de les désagréger. Là, on a du papyrus. Et alors, on voit toute cette dentelle, en fait. Et ce sont des insectes qui ont fait ça. Et au milieu de ces miettes, quelques papyrus ont traversé les siècles presque intacts. Oui, des pièces quand même assez grandes. Ça, c'était des pièces qui étaient isolées comme ça, qui n'étaient pas dans cette boîte-là. L'opération de restauration est très systématique. Chaque fragment est photographié. On pourrait faire un puzzle avec ça. Oui, c'est vrai. Ça serait... Étape suivante, le nettoyage à sec, pour se débarrasser des petites poussières. Quelque chose qui est blanc, est-ce que c'est peut-être d'un insecte, genre comment est-ce qu'on dit, une enveloppe de cocon d'insectes, effectivement. S'il est bien sûr trop tôt encore pour étudier les papyrus, un rapide examen permet déjà d'émettre quelques hypothèses sur leur contenu. Ici, c'est sûr qu'on reconnaît, on voit, mais ce n'est pas une surprise qu'il y a des papyrus documentaires. Il semble y avoir quelques papyrus littéraires aussi. Comme il y a des papyrus coptes, ça pourrait aussi être un contexte religieux, donc des textes religieux. Donc, je veux dire, on a quelques indices quand même. Et à en juger par l'écriture qui y figure, ces papyrus sont d'époque romaine ou byzantine. Donc il est aussi replié. Où ont-ils été mis au jour exactement? Mystère. Vu l'état des fragments, on pourrait penser, comme c'est souvent le cas en Égypte, qu'ils proviennent de décharges publiques, donc antiques, qui ont été ensuite recouvertes de sable et qui sont restées protégées de l'humidité pendant des siècles. Et donc ici, comme il y a quand même pas mal de poussière aussi, donc on voit qu'ils ont dû traîner à l'air libre à quelque part. Après ce nettoyage à sec, vient l'étape de l'humidification des fibres des papyrus. Nous avons plusieurs couches. Nous avons tout d'abord un linge qui est légèrement humidifié, ensuite un Kleenex aussi humidifié, ensuite un intissé qui permettra aussi de transporter le fragment, et puis ensuite une espèce de petite chambre d'humidité, toute simple, mais qui est très efficace.
Et on va laisser le papyrus dans cette petite chambre quelques minutes. Quelques minutes, bon, ça peut durer 10, 15, 20 minutes, selon la qualité du papyrus. Et voilà, donc on doit regarder de temps en temps, parce qu'il n'y a pas de recette miracle en se disant, voilà, tous les papyri, on peut les mettre 5 minutes dans cette chambre ou 10 minutes. Il faut chaque fois regarder. Une fois le papyrus humidifié, commence la phase la plus délicate, la mise à plat. Ce travail est très méticuleux. La moindre erreur de manipulation peut conduire à sa perte, un papyrus plus que millénaire. On doit toujours faire très attention avec les encres qui ont été utilisées. Certaines, il n'y a pas de souci avec de l'humidité, voire une goutte d'eau, mais d'autres peuvent fuser, voire régénérer, si vous voulez, le métal qui est contenu dans la fabrication de l'encre, et on peut réactiver en fait les particules métalliques. Donc il faut être très vigilant. Donc là, je ne prends pas de risque. Avec mon petit pinceau et mon petit peu d'eau, je passe entre les lettres autant que possible. Et comme on a toujours sur le recto de l'écriture souvent et rien sur le verso, donc je travaille d'abord sur le verso, où là je peux aller tout le long du pli, et puis sur le recto je vais entre les lettres, afin de pouvoir finalement déplier correctement mon petit bout de fragment qui était un peu récalcitrant. Pour ce travail, il faut non seulement du doigté, mais aussi des connaissances de chimie et de l'histoire de l'art. C'est un mélange de toutes ces connaissances en fait. Mais l'aspect effectivement manuel est très important. Parce que vous pouvez avoir toute la théorie que vous voulez dans votre tête, si vous n'arrivez pas à la transmettre finalement à vos mains, à vos doigts, on peut arriver à peut-être des catastrophes. C'est quand même exceptionnel aussi de pouvoir travailler sur des pièces si anciennes. Le matériau aussi est incroyable. En fait, il était absolument flexible à ses débuts. Il devient très fragile. Et puis vous voyez, quand on le traite, il peut redevenir flexible. Donc c'est un matériau qui est quand même assez sympathique, on va dire, parce qu'il se laisse traiter aussi. Bon. Alors là, vous avez la dénomination des photos. Et là, vous avez les fragments qui sont donc placés entre carton non acide et papier de soie non acide. Donc il faut faire attention. Ces documents inédits, une fois préparés, pourront être étudiés. Un rapide examen a déjà permis de déceler quelques perles. Il y a plusieurs pièces qui ont attiré mon attention et que je me réjouis d'étudier plus en détail. Il y avait notamment 2 papyrus qui semblent être issus d'un milieu scolaire. Ça, c'est un domaine qui m'intéresse tout particulièrement. Donc là aussi, je pense que je vais me jeter sur ces 2 pièces-là pour voir ce qu'on peut en tirer. La restauration achevée, Thomas Schmidt ramène les papyrus au quartier général. Là, le travail muséal proprement dit peut commencer. Les documents sont photographiés, mesurés, numérotés et enregistrés dans une base de données. Eine so umfangreiche Schenkung zu erhalten, wie wir das jetzt haben, das ist ein großes Glück, ist eine große Chance. Einerseits für die Universität Freiburg im Hinblick auf die Forschung, die an diesen Stücken erfolgen kann. Und für uns als Museum steht aber in einem ersten Bereich vor allem die Bewahrung und Konservierung dieser Objekte im Vordergrund. Das heißt, wir lassen sie restaurieren, setzen sie unter Glas und sind ab dem Moment, wo wir diese Schenkung erhalten, verantwortlich für die Bewahrung dieser Objekte, damit man auch in 100 Jahren noch diese anschauen und untersuchen und erforschen kann. Et c'est seulement après toutes ces fastidieuses mais indispensables opérations que les papyrus peuvent être étudiés. Privilège ultime, ces étudiants de papyrologie sont les premiers à mettre la main à la pâte.
C'est encore plus intéressant que ce que je pensais. Enfin, on a vraiment des papyrus dans les mains et c'est vraiment un petit plus plutôt que simplement de les voir dans les musées. Là, on travaille vraiment dessus, donc je trouve que c'est un bel apport pour les études. Et donc là, je me tourne vers vous. Ça me semblait une évidence de partager ça avec les étudiants et de leur donner cette chance de travailler sur des originaux. C'est, je pense, pour nous beaucoup plus excitant et aussi émouvant, je dirais, d'avoir là en main un papyrus qui a 1500 ou 2000 ans d'âge et sur lequel jamais personne n'a travaillé. Mais déchiffrer un papyrus requiert un long apprentissage. Il y a un peu de fatigue mentale parce que c'est quand même un effort certain, on doit beaucoup se concentrer pour identifier les lettres, surtout que certaines lettres ne ressemblent pas à comment elles sont d'habitude, comment on les lit d'habitude, donc il y a certaines difficultés à ce niveau-là. Une fois qu'on arrive à trouver un mot, après c'est vrai, mais commencer le premier mot, savoir où aller, des fois c'est un petit peu difficile, mais une fois qu'on a un bout, et ben après on le suit puis on s'accroche. Gardez peut-être à l'idée que donc on a Kiro, quelque chose, et un iota. C'est effectivement un papyrus difficile avec une écriture assez difficile. C'est, je ne devrais pas le dire, mais c'est à la fois pour impressionner les étudiants, comme ça ils verront que ce n'est pas toujours aussi évident qu'on voit sur d'autres papyrus, mais c'est aussi parce que justement ça permet de montrer l'évolution de l'écriture de certaines lettres en particulier, et ça permettra par contraste, quand ils travailleront dès la semaine prochaine sur leur propre papyrus, qui seront beaucoup plus faciles, et bien par contraste de s'en tirer plus facilement qu'aujourd'hui. Mais aussi difficile soit-il, l'exercice pourrait bien éveiller des vocations. Quand on arrive à déchiffrer certains mots, tout de suite on se prend au jeu, et puis ouais, c'est effectivement comme un jeu. Et ça donne envie d'aller plus loin. Après, je ne sais pas si je vais, dans la suite de mes études, avoir affaire à des papyrus encore, mais en tout cas, c'est assez stimulant intellectuellement. C'est vrai que je n'avais pas pensé forcément à la papyrologie comme vocation, mais c'est assez intéressant et je pourrais aussi creuser un peu plus ça. Après, je pense que je m'intéresserai plus facilement à des papyrus littéraires plus que quotidiens, mais après, c'est vrai que c'est aussi intéressant de voir un peu plus dans la vie de tous les jours comment les gens ils avaient, le contact qu'ils avaient avec l'écriture, et un peu comme nous maintenant quand on écrit des notes. Une fois étudiés par les étudiants et par les spécialistes, ces papyrus feront l'objet d'une exposition au musée Biblé-Orient. Le défi pour un musée, c'est d'être en interface entre le chercheur et le public et de développer une médiation culturelle adaptée, de raconter les histoires qui sont sur ces papyrus et de les rendre intéressants, de donner des repères aux gens chronologiques, géographiques, et aussi de montrer en quoi ça peut les toucher aujourd'hui. Mais ça, c'est vraiment un travail qui doit être fait, et c'est vrai que les collections sont publiques, elles ne sont pas juste destinées à être mises dans un dépôt ou juste pour les chercheurs, mais elles sont destinées à être montrées, expliquées, valorisées. 1500 ans après leur rédaction au beau milieu du désert égyptien, ces papyrus connaîtront bientôt une seconde vie en plein cœur de Fribourg.